Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Quelle semaine! Mais quelle semaine difficile, éprouvante pour toi qui passe le CRFPA cette année. Dans un premier temps, je tiens vraiment à te féliciter. Je tiens vraiment à saluer ton courage, ton travail, ta ténacité vis-à-vis de l'épreuve du CRFPA qui est franchement un examen qui n'est pas facile et qui est très éprouvant. C'est vrai que cette semaine a dû être assez compliquée émotionnellement pour toi. Je me souviens très bien, je l'ai passée l'année dernière. C'est encore tout frais dans mon esprit et les sentiments que j'avais durant cette semaine d'examen sont encore bien présents en moi. Donc, je voulais te proposer 4 vidéos. 4 vidéos qui traiteront de chacune des épreuves de l'examen du CRFPA en 2024. Donc, cette vidéo est consacrée à l'examen de droit des obligations que vous avez passé mercredi. En aucun cas c'est une vidéo de correction, je ne suis pas correctrice, je ne suis pas professeure, je n'ai pas la prétention de connaître les réponses. Par contre c'est vrai que je me suis amusée, je mets des guillemets, à faire l'épreuve de droit des obligations de cette année. Et puis je me suis dit que c'était sympa de pouvoir échanger avec les étudiants qui sont peut-être isolés, qui sont peut-être seuls et qui aimeraient pouvoir un peu débriefer avec quelqu'un vis-à-vis de l'épreuve. Et je trouvais que pour répondre à vos questions, sachant que j'en reçois beaucoup en ce moment sur Instagram notamment, eh bien le plus intéressant c'était pour moi de faire l'épreuve de droit des obligations, note de synthèse, spécialité notamment en droit du travail et puis procédure civile afin de pouvoir échanger avec les étudiants qui ont envie en fait de débriefer sur les épreuves. Me concernant l'année dernière, pour moi c'était important de pouvoir débriefer. J'avais la chance de débriefer avec pas mal de gens après chaque épreuve. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part des étudiants qui n'aiment pas parler des épreuves après les examens, ce qu'il faut respecter, c'est assez important. Mais pour autant, j'aurais bien aimé avoir une vidéo comme ça avec une personne qui a eu l'examen du CRFPA et qui pouvait un petit peu débriefer. Donc le but c'est de vous donner les idées auxquelles moi j'ai pensé, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait faire comme moi, sachant que l'année dernière j'ai pas eu une très bonne note en droit des obligations. Voilà, je ne suis pas experte en droit des obligations, mais je trouve sympa de débriefer. Donc il y a une petite consigne que je peux vous donner, c'est que pour ceux qui aiment débriefer, n'hésitez pas à mettre vos plans en commentaire de la vidéo. Comme ça, vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui vont commenter. Et ça permet de créer vraiment une petite plateforme de débrief pour les étudiants qui aiment débriefer. Donc c'est parti, épreuve de droit des obligations du CRFPA 2024. Alors commençons par le commencement. Le premier sentiment que j'ai sur l'épreuve de droit des obligations, c'est un sentiment assez mitigé. J'ai reçu beaucoup de messages d'étudiants qui m'ont dit que c'était catastrophique, c'était long, c'était plus difficile que l'année dernière. Évidemment que c'est les premiers ressentis que j'ai eus avant même de lire le sujet. Donc c'est vrai qu'en lisant le sujet, j'avais ces petits warnings dans la tête en me disant attention, ça va être long, c'est difficile apparemment. Et hier soir, je me suis posée dans mon lit à 21h30 et je me suis dit tiens, au lieu de regarder un film, pourquoi je ne ferais pas l'épreuve de droit des obligations du CRFPA 2024 ? Donc j'ai pris le sujet, en toute honnêteté, il m'a fallu du temps pour lire. Il m'a fallu du temps parce que j'ai trouvé la première partie assez technique pour comprendre tous les contrats. Ça c'était la première difficulté, c'était la compréhension. Après avoir compris le sujet, avoir pris le temps de le comprendre, en fait on se rend compte que c'est du droit des contrats. Il n'y a pas de grande originalité, mais vraiment la difficulté, et ça je m'en souviens très bien quand je révisais l'examen du CRFPA, la difficulté ici elle réside dans la compréhension, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de faire un schéma, de se faire des petits trucs sur son brouillon pour comprendre où sont les contrats et quels sont les contrats qu'on est en train de remettre en cause ici. Donc, encore une fois, tout ce que je dis ici à prendre avec des pincettes, vous pouvez me corriger. Soyez indulgents, hein. Moi j'ai pas révisé droit des obligations depuis 1 an, mais pour autant j'ai eu plaisir à pouvoir me dire de le faire et puis de vous proposer ce que moi j'aurais fait. Donc en rappel des faits, je vais pas vous refaire le rappel des faits, on a compris à peu près l'histoire, mais en gros si je me trompe pas, il y a 5 contrats, enfin 4 contrats. J'en ai mis un 5e mais qui n'est pas vraiment abordé, c'est le côté Sophispay qui achète le matériel informatique. Je l'ai compté comme un contrat. En gros, voilà, il y a 5 contrats mis en jeu en gros dans ce cas pratique. J'ai trouvé ça un peu bâtard de vous mettre cette grosse partie-là sur 15 points quand même.
C'est parce que c'est long en fait pour un étudiant qui avait un peu du mal à comprendre tout ce qui se passait. C'était beaucoup de points quoi, donc voilà, fallait bien s'accrocher sur l'énoncé et pas hésiter si jamais vous repassez l'examen du CIRFPA l'année prochaine, vous projetez de passer l'examen du CIRFPA l'année prochaine. Prendre le temps de lire l'énoncé n'est jamais une perte de temps dans un examen comme l'examen du CIRFPA. Donc, il vaut mieux prendre plus de temps à lire et à bien comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'il faut aller, plutôt qu'aller trop vite et louper des informations essentielles. Et d'ailleurs, en petite anecdote, quand j'ai commencé à le faire hier, bon, il était 21h30, j'étais dans mon lit, donc pas tout à fait en condition d'examen, j'ai commencé à faire le plan comme si je défendais la société qui avait subi le crash informatique. Et donc du coup en fait je commençais à partir déjà dans une mauvaise direction. Donc vous voyez, franchement il faut faire attention et bien comprendre qui sont les acteurs. Ce qui est difficile dans ce type d'examen là, c'est le nom des parties, parce qu'on nous aurait mis des parties A, B, C, déjà on comprenait mieux. Je trouve que déjà le nom Alpha Dot, Cyber Ukraina, Sophis P, c'est déjà des noms où tu te mélanges les pinceaux, et ça c'est pas anodin, je pense, c'est fait exprès. Donc voilà, il fallait faire attention au vocabulaire, à la longueur, mais voilà, pas se décourager non plus vis-à-vis de tout ça. Donc pour ma première partie, on commence par dire que le contrat a été conclu après 2016. Ça c'est un réflexe que j'ai depuis l'année dernière, hein, depuis que j'ai passé l'examen du CIRFPA. Il faut bien rappeler, même si ça semble bête, que le contrat a bel et bien été conclu en 2016, après 2016, et qu'on applique le nouveau droit. Ça, si vous ne le mettez pas, vous risquez de perdre des points. C'est pas que ça va vous en rajouter si vous le mettez, mais ça bonifie quand même à la fin si vous êtes assez rigoureux. Je me souviens d'avoir bien fait en droit des obligations l'année dernière. Donc, dans un premier temps, on qualifie en droit des obligations. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai l'habitude de faire. Donc, ici, on qualifie le contrat qui a été conclu donc, entre Alpha Dot et Cyber Ukraina sur le contrat de prestation de service. Ici, le but n'étant pas de faire une définition du contrat de prestation de service, parce qu'il ne faut pas partir en droit des contrats spéciaux, mais par contre, on est dans un contrat à durée déterminée, et ça a une influence assez importante, dans le sens où il va y avoir une cessation, en tout cas une rupture du contrat anticipée, et que ça a forcément un impact en droit des obligations. Donc première chose, personnellement, j'aurais qualifié que c'est un contrat à durée déterminée. Voilà, parce que je sais que ça aura des conséquences. On ne le fait pas si on sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Ici, on sait qu'on va en parler, puisque justement, c'est l'objet de la question. Donc, on rappelle le principe. En principe, qu'est-ce que c'est le contrat à durée déterminée? Moi, j'aurais dit que, par principe, un contrat à durée déterminée, il doit aller jusqu'au bout du terme. Ici, on a une tacite reconduction. Donc là, je pense que c'est assez intéressant d'expliquer vite fait quel est l'effet de la tacite reconduction. Donc en gros, que le contrat à durée déterminée, effectivement, il va jusqu'à la fin de son terme. On ne peut pas arrêter le contrat au milieu de la période. Et après le premier anniversaire du contrat, après ça devient un contrat à durée indéterminée. Et donc du coup, là, on peut le résilier, on peut rompre le contrat facilement, sans préjudice, en respectant les délais de prévenance, etc. Ici, le contrat, il a été conclu en 2022, fin 2022, on nous dit. Donc 2 ans avant la tacite reconduction, ça fait fin 2024. Aujourd'hui, on est en septembre 2024. Donc, par voie de conséquence, on se situe dans la première période, à savoir la période un peu protégée du contrat. On ne peut pas rompre le contrat jusqu'à fin 2024 sans avoir des conséquences juridiques. Donc là, moi, c'est le raisonnement que j'aurais fait. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Attention, je ne suis pas correctrice, mais personnellement, je pense que je serais partie dans cette voie-là. Ensuite, donc, quand on a mis le principe, on peut aller sur les exceptions. On est là pour conseiller notre client. Donc, dans un premier temps, on peut lui dire, voilà la règle, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'autre client, qu'est-ce qu'il vous dit là? Il est là en mode, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas rompre le contrat et donc ils sont en tort. Non, parce qu'évidemment, on est en droit et il y a des exceptions. Donc ici, il y a une mauvaise exécution du contrat, d'accord? La mauvaise exécution du contrat, il va falloir qu'on la détaille un petit peu. Donc moi, j'aurais mis une petite phrase sur voilà le principe, mais toutefois, en cas de mauvaise exécution du contrat, le contrat peut être rompu avant la fin du premier anniversaire. Et là, on part sur le terrain de la mauvaise exécution du contrat, avec différentes choses. Personnellement, je serais partie sur déjà, est-ce qu'il y a une obligation de moyens ou de résultats de la part de la société? Ici, je pense que c'est une question qui peut être intéressante parce que c'est des hypothèses. On ne peut pas
être sûr que c'est une obligation de résultat. Mais on peut essayer, c'est à ce moment-là qu'on gratte des points, je trouve, dans le CRFPA, c'est raisonner. C'est expliquer pourquoi est-ce que vous serez parti plus sur la réponse A ou B. Me concernant, dans mon raisonnement, je serais partie plutôt sur une obligation de résultat. Pourquoi ? Parce que dans l'énoncé, ils nous ont fait beaucoup de textes sur tous les moyens dont use la société pour garantir la sécurité des informations. Il y a la question de la maintenance, il y a la question des logiciels, de tout l'arsenal informatique qui est mis en place pour garantir la sécurité des données du client. En ce sens, je serais peut-être partie sur une obligation de résultat plus que de moyens. Après, ça se discute. D'après mes recherches sur Internet, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse tranchée par rapport à ça. J'ai pas mon code, donc je peux pas vous donner de JP. À vous d'aller regarder un petit peu. En tout cas, je pense que c'était un point qu'on pouvait débattre. Donc, si vous avez mis plutôt une obligation de moyens, ben, c'est très bien parce que si vous l'avez justifié, je pense que c'est très bien. Et si vous êtes parti sur l'obligation de résultat, pareil, si vous justifiez bien, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Encore une fois, il n'y a pas de plan parfait. Et là-dessus, il faut vraiment, vraiment vous le rappeler. Il y a une étudiante qui m'a écrit tout à l'heure parce que j'avais mis une story avec 2-3 idées que j'avais sur un plan. Elle me dit « Ouais, tu me stresses avec tout ça ». En fait, non, c'est pas censé vous stresser parce qu'il y a 1000 plans différents. C'est comment vous avez rédigé et ça, personne ne le verra autre que vous et votre correcteur. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas le même plan que ça marche pas ce que vous avez fait. Déjà, je ne suis pas correctrice, donc ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Et deuxièmement, et je pense d'ailleurs que vous êtes bien plus affûté que moi en droit des obligations puisque vous avez révisé pendant des mois ce que je n'ai pas fait. Voilà. Et il ne faut pas douter de vous par rapport à ce que vous avez écrit. Vous avez eu un raisonnement. Si votre raisonnement semble logique, même si ce n'est pas la réponse attendue, vous aurez les points. Et ça, il faut vraiment, vraiment le garder en tête. Ayez confiance en vous. Tout ce que je vous dis ici, c'est des pistes de réflexion. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Je le rappelle encore. Donc, en étant partie sur l'obligation de résultat, je mets un peu mon client dans la merde, mais au moins je lui dis que, attention, c'est ce qu'on va pouvoir vous opposer, entre guillemets. C'est-à-dire que je lui dis, à mon avis, la partie adverse, ça va vous dire, obligation de résultat, vous n'avez pas respecté. Donc, je préfère être claire, et pour moi, il y a une obligation de résultat. Il ne faut pas hésiter, dans l'épreuve du CRFPA, à parfois dire à votre client, oui, vous allez engager votre responsabilité. Le but, c'est pas d'aller chercher forcément la petite voie de souris qui permet à votre client d'avoir ce qu'il veut. Parce que vous vous situez dans une consultation juridique en tant qu'avocat, mais parfois aussi un peu en tant que juge. Donc voilà, il faut rester quand même assez tempéré et pas être dans une utopie ah mais c'est bon, on va faire comme ça et on n'engagera pas votre responsabilité. Là, dans ce cas-là, c'était assez grossier quand même. Puisqu'il y a une obligation pour moi de résultat et qui n'a pas été respectée, on se situe donc dans l'exception que je vous ai évoquée il y a quelques instants au niveau de la rupture d'un CDD. Et donc, puisqu'il y a une mauvaise exécution du contrat, eh bien, je pars sur, évidemment, la responsabilité contractuelle de mon dirigeant. Dans le sens où, elle attendait quoi ? Elle attendait que la société Alphadot protège ses données. Alphadot, c'est une entreprise spécialisée dans la sécurité des données. Dire s'il y a un crash et qu'ils ne savent pas le maîtriser, c'est bien qu'il y a quand même une défaillance du système et donc une mauvaise exécution du contrat. Pour autant, on va trouver, en tout cas moi, je l'aurais mis. Je sais que ça peut faire débat, j'en ai discuté avec une étudiante qui n'était pas forcément d'accord. Il faut respecter, encore une fois, tout ce que je vous dis. C'est à prendre avec des pincettes. C'est facile pour moi de vous faire une vidéo sur quelque chose que j'ai fait chez moi tranquille avec tout internet, etc. Quand on se retrouve face à sa copie tout seul, c'est très différent. Donc voilà, moi, encore une fois, je ne veux pas créer de stress par rapport à ça. Toutefois, j'aurais fait, et ça j'ai eu l'idée dès que j'ai lu l'énoncé, c'est pas quelque chose que je suis allée chercher sur internet vraiment, c'est quelque chose que j'avais en tête. Quand j'ai lu l'énoncé, que j'ai vu que c'était à Kiev, qu'il y avait donc une société ukrainienne et qu'il y avait donc un crash au niveau du système informatique et surtout que la société basée en Ukraine n'a pas pu contrer cette défaillance, j'aurais parlé de la force majeure pour essayer d'exonérer la responsabilité de mon client au niveau des tensions politiques actuelles en Ukraine. Voilà. J'en aurais parlé parce que je trouve ça assez étonnant qu'en tout cas, ils aient choisi une société basée en Ukraine. Je trouve que ça, c'est pas anodin.
Donc pour essayer de dégager la responsabilité de mon client, j'aurais en tout cas évoqué le cas de force majeure avec tout simplement le fait que la société soit basée dans un pays en guerre fait qu'il peut y avoir des défaillances, qu'en tout cas c'est de la force majeure parce qu'ils ne peuvent rien, c'est irrésistible, ce n'est pas prévisible non plus. Donc j'aurais évoqué, non pas que ça passe, mais je pense que c'était intéressant de l'évoquer brièvement, pas faire tout un énorme paragraphe dessus, mais me concernant, je pense que je l'aurais évoqué dans une petite partie à la fin, pour essayer en tout cas de limiter la casse pour mon client. Mais je sais que, voilà, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, je sais que c'était pas écrit explicitement dans le sujet, on parle pas évidemment de politique, ni de tension au niveau voilà, de la géolocalisation de la société. Mais bon, il faut aussi recontextualiser dans la vraie vie. Et si on était dans la vraie vie, en tout cas, j'aurais invoqué cet élément-là que je trouve pas inintéressant. Mais je sais que voilà, c'est pas forcément ce à quoi on pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit élément. Mais en tout cas, je serais partie sur ça. Donc, en gros, responsabilité contractuelle de notre ami Alphadot. Ensuite, deuxième partie. Donc, cette fois-ci, on se situe sur... donc, c'est la partie que j'ai un peu moins faite parce que j'étais moins inspirée pour le coup. Qu'est-ce que peut faire la société Sophispé? J'arrive pas à retenir ces termes. Dans un premier temps, on fait encore une fois, le contrat a été conclu après 2016, donc on applique le droit après 2016. La qualification ici, c'est un contrat à durée déterminée et surtout, c'est des contrats pour moi interdépendants. Donc dès qu'il y a un contrat qui s'arrête, les autres en fait sont caducs. Donc en définitive, je serais partie sur la caducité des deux autres contrats. J'ai été très brève dans cette deuxième partie parce que j'ai pas très inspiré et pour moi voilà, c'est les contrats interdépendants. J'adorais ce chapitre l'année dernière, je voulais trop tomber dessus. Je pense que j'aurais vraiment eu une très bonne note sur ce cas l'année dernière. C'est vrai que cette année, j'ai moins les tips, etc. Mais c'était vraiment ce que j'avais très bien travaillé l'année dernière. Donc je pense que j'aurais eu vraiment une bonne note en droit des obligues avec les connaissances de l'année dernière. Parce que cette année, forcément, je suis un petit peu plus rouillée. Ok, et maintenant, deuxième partie de ce cas, droit de la responsabilité délictuelle. C'était pas très compliqué, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien aimé, en le lisant, je me suis dit ah c'est sympa, il y a pas mal de petites choses à dire, voilà. Donc dans un premier temps, j'aurais parlé du fait des choses, classiquement. Il y a une tuile qui tombe sur quelqu'un, on fait des choses parce qu'il y a un objet, voilà, je serais partie sur ça. Ensuite, je serais partie sur le fait des personnes, notamment de la négligence de la part de la société Titi, je crois qu'elle s'appelait, puisqu'elle n'avait pas entretenu le toit. Pour moi, c'est de la négligence, donc on doit réparation à la personne. Donc j'aurais évoqué le droit du fait des personnes. Ensuite, j'aurais aussi évoqué les bâtiments en ruine. Pourquoi? Alors je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait forcément, encore une fois à prendre avec des pincettes tout ce que je vous dis, c'est pas tout ce qu'il fallait mettre, je ne suis pas correctrice, mais en fait en lisant la définition de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, c'était vraiment marqué, je vais vous la lire comme ça, peut-être que ça vous fera tilt. Donc du coup c'est l'article 1244 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite de défauts d'entretien ou par le vice de sa construction. Défaut d'entretien, moi ça m'a fait tilt avec l'énoncé où vraiment il y avait une expertise qui démontrait une absence d'entretien. Donc moi j'aurais évoqué ce droit-là. C'est vraiment ça qui m'a fait tilt. Je l'aurais expliqué, je pense que c'est quasiment sûr, pour essayer de balayer un maximum. Ensuite, j'aurais un peu... ralenti le jeu sur on va s'acharner sur la société parce qu'il y a quand même une faute de la victime, on est bien d'accord. Donc pour ralentir un peu tout ça, je serais partie donc sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Donc, a la responsabilité père, du père. On nous dit, et c'est pas anodin, on nous dit que l'accident a eu lieu début juillet, que la petite, elle vit avec son père. Donc, j'aurais quand même évoqué la jurisprudence qui est sortie, à savoir que la responsabilité incombe tant aux parents A qu'aux parents B, quelle que soit la résidence principale de l'enfant. Ça, c'est vraiment un revirement important et je trouve ça pas complètement anodin d'avoir mis un tel cas avec un mineur, le fait qu'il vit avec un parent. Je l'aurais évoqué, ça veut pas dire qu'il fallait le faire ou que ça vaut des points ou je ne sais quoi, hein, mais moi je l'aurais évoqué par sécurité et pour montrer que je suis l'actualité. Et ensuite, eh bien, la responsabilité de la victime, puisque évidemment, même si l'enfant est mineur, il reste quand même fautif ici. Elle est montée sur le toit alors qu'il y avait des panneaux et c'est bien écrit dans l'énoncé à la fin que les panneaux étaient visibles, clairs, etc. Là-dessus, ils insistent bien sur le fait qu'il n'y a pas d'ambivalence entre guillemets sur la signalisation du fait du toit. Donc, je serais partie sur une exonération partielle de la responsabilité de la société, Titi, du fait de la faute de l'enfant. Et ensuite, on pouvait parler des différents préjudices si on avait le temps. En tout cas, moi, je l'aurais fait, même si c'était pas dans un vrai syllogisme, j'aurais quand même mis la nomenclature et puis la nomenclature d'un TIAC, là, et j'aurais mis, voilà, les préjudices corporels, elle a 13 ans. Bon, je n'aurais pas fait un énorme paragraphe dessus, parce que je pense que j'aurais jamais vraiment eu le temps, mais en tout cas, j'aurais vraiment axé mon cas 2 sur tous ces points-là. Voilà, donc voilà ce que j'aurais fait en droit des obligations. Je sais que sur la partie sur 7 points, j'ai été un peu brève, hein, parce que j'ai pas repris le temps de tout refaire non plus de A à Z, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des points. Le but, encore une fois, c'est d'échanger. Donc, il n'y a pas de « il fallait faire ça, il ne faut pas faire ça ». On ne sait pas, vous n'êtes pas correcteur, je ne suis pas correctrice, encore une fois. Le but, c'est d'échanger, d'avoir des pistes de réflexion pour s'améliorer, pour se dire « ah oui, ça c'est malin, c'est vrai que j'aurais pu y penser ». En tout cas, je le saurai pour la prochaine fois. Et ça permet aux étudiants qui n'ont pas la possibilité, en tout cas, de débriefer avec d'autres étudiants, de pouvoir débriefer avec moi. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez me corriger si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses que vous dites « ah non, là, elle se trompe parce qu'elle a mal lu ou elle a mal vu ». N'hésitez pas à me le dire, on reste bienveillant. Encore une fois, je suis un peu comme vous finalement, même si j'ai eu l'examen l'année dernière, le droit des obligations, ce n'est pas du tout une spécialité ni quoi que ce soit. Je trouvais ça juste sympa de pouvoir échanger avec vous. Et puis moi, ça me permettait de me tester un petit peu en droit des obligations. Et je pense que chaque année, je ferai ça en fait. Je vous ferai une vidéo pour toutes les promotions où je reprendrai chaque sujet et puis je débrieferai. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur la note de synthèse. J'ai commencé à la faire hier soir. Puis je me suis endormie vers à minuit. Je commençais à vraiment être fatiguée, à enchaîner les 2 épreuves. Mais pareil, je vous proposerai mes pistes de réflexion en tout cas sur la note de synthèse. Puis vous pourrez tout simplement commenter et me dire ah c'est pas mal, mais non en fait moi je suis répartie plus sur ça. Enfin bref, c'est vraiment sympa de pouvoir échanger. On reste très bienveillant parce que c'est stressant pour tout le monde ces épreuves. Voilà, le but c'est de grandir ensemble et surtout pas de se stresser parce que c'est pas l'objectif. En tout cas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, constance.mosnier, on peut échanger. Et si vous voulez acheter le manuel 50 sujets grand oral que j'ai coécrit avec Flavie Poirier, élève avocate, n'hésitez pas, c'est en lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite, je croise les doigts pour vous, croyez en vous et ne lâchez rien. À très vite.